C'est une soirée qui est organisée dans le cadre du cycle de conférences que fait l'association sur l'Isère avec le CIP, le Centre d'information interpeuple, qui propose de la documentation à la maison des associations à Grenoble. C'est la dernière conférence de la première partie de notre cycle, et c'est donc en partenariat avec la CRIRAD, puisque ce soir il y a deux intervenants. Bruno Charéron, qui est le responsable du laboratoire de la CRIRAD, donc il détaillera après le rôle de la CRIRAD et ses activités. Et puis Aboubacar Lalo, qui est membre de l'association Survie, et qui va également intervenir sur les aspects plus liés au Niger, mais les aspects plus politiques. Alors, quelques mots sur l'association Survie, et puis pour recadrer la soirée. L'association Survie, c'est une association qui existe depuis maintenant 25 ans, et qui, depuis plus de 10 ans, a fait connaître ce qu'on appelle la France-Afrique, au travers de plusieurs ouvrages. Alors, désolé pour celles et ceux qui connaissent déjà, mais on rappelle toujours pour les nouveaux venus. Et la France-Afrique, c'est en quelque sorte la part inavouable des relations entre la France et l'Afrique. C'est depuis la veille des indépendances, la mise en place de mécanismes politiques pour donner une indépendance légale, officielle, tout en conservant la mainmise sur la politique dans l'ancien précaré africain, donc ce qu'on appelle désormais le précaré France-africain. Les médias se sont appropriés le terme de France-Afrique. Vous l'avez peut-être constaté puisque hier, aujourd'hui, ça fait 1 an qu'il y a eu l'opération, l'implication directe des forces armées françaises au Tchad, au moment où les rebelles ont failli déboulonner Idriss Déby. Et à ce moment-là, les médias ont beaucoup parlé de France-Afrique. Donc la France-Afrique, c'est quoi? C'est simplement qu'au moment où, acculé par la pression internationale et par l'opinion publique, le général de Gaulle s'apprêtait à donner l'indépendance aux États africains, dans le même temps, il chargeait un homme extrêmement puissant, mais un homme de l'ombre, Jacques Foccart, qui était son bras droit. Il le chargeait de mettre en place cette confiscation des indépendances. Jacques Foccart, c'est lui qui tenait les finances du parti gaulliste, c'est lui qui décidait des nominations au sein du parti gaulliste, et il était au secrétariat général de l'Élysée. Il a créé et est resté pendant de très longues années à la cellule africaine de l'Élysée, et il est le principal architecte de ce qu'on a appelé les réseaux france-africains, c'est-à-dire des réseaux d'hommes d'affaires, de services secrets, de militaires et d'hommes politiques français, avec la complicité des élites africaines, pour conserver donc la mainmise sur ces États pour les matières premières, dont les matières énergétiques, et ça va être notre sujet ce soir, et puis aussi pour un ensemble de raisons politiques et géostratégiques qu'on ne va pas détailler ici, mais vous avez beaucoup de documentation sur la table de presse. Alors, c'était pour fixer ce nom-là, parce qu'il va être cité tout à l'heure. Et puis, il y a une autre personne dont on va parler tout à l'heure, qui a été importante et dont on ne parle pas toujours dans nos conférences, pour celles et ceux qui viennent fréquemment. C'est Pierre Messmer, qui a été un haut fonctionnaire, notamment de l'Afrique coloniale. Il a été gouverneur, équivalent de gouverneur, même si le titre n'était pas celui-là, mais au Cameroun, en Mauritanie, en Afrique occidentale française. Et puis il a été ministre des départements et territoires d'outre-mer, juste avant les indépendances. De 60 à 69, il a été ministre des armées, au moment où l'armée française avait prêté main forte à l'armée camerounaise pour massacrer les révoltes indépendantistes. Et de 72 à 74, il a été Premier ministre, et c'est par rapport à ça tout à l'heure qu'on en parlera. Alors, ces personnes, on va y revenir tout à l'heure, notamment Lalo va revenir, citera ces personnes-là dans son exposé. Alors ce soir, on va parler d'Areva, Areva en Afrique. Areva, donc, qui a regroupé plusieurs filiales, dont autrefois la Cogema. Et si vous allez aujourd'hui sur le site d'Areva en Afrique, vous voyez vous voyez les implantations dans le monde. Et en Afrique, vous voyez plusieurs pays, dont
est-ce que ça marche? Le Niger, ici. Vous avez le Soudan, l'Égypte, la République centrafricaine, la Namibie, très prometteuse pour Areva, l'Afrique du Sud, et ici, alors j'ai peur de dire une bêtise, parce que j'ai subir les foudres de ceux qui connaissent, mais je crois que c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Et si vous cliquez sur l'Afrique, vous voyez que pour Areva, l'Afrique, ce n'est que 7% du chiffre d'affaires, et ce chiffre d'affaires n'est représenté que 9% par le nucléaire et à 91% par TED, c'est transport et distribution, c'est-à-dire la distribution d'électricité en fait. Et ça, c'est des chiffres mensongers, enfin quelque part, en tout cas, pas mensongers, mais trompeurs, voilà, c'est le mot que je cherchais, puisque ça ne tient pas compte du fait qu'une grosse partie, quasiment la moitié de l'uranium qu'utilise Areva, vient d'un pays très important dont on va beaucoup parler ce soir, c'est celui dont on va le plus parler, c'est le Niger. Alors cette photo, elle a été prise à Noël au Niger, vous voyez qu'il célébrait les 50 ans de la République, puis vous voyez en bas à droite que ces panneaux qui sont un peu dans la ville et peut-être dans d'autres villes du pays sont offerts généreusement par Areva. Alors le Niger, je vous donne juste 2 noms, parce qu'ils risquent d'être cités tout à l'heure, au moins vous pourrez mettre un visage. C'est le premier président du Niger, Diori Hamani Diori, de 1960 à 1974, et puis le président actuel qui est Mamadou Tandja, qui est président depuis 10 ans. Puis une petite carte pour situer, et puis je vais laisser la parole à Boubacar Lalo pour qu'il nous fasse un petit peu l'historique de la présence d'Areva au Niger et dès les indépendances avec les fondements de la politique. Bon, merci à tous justement d'être venus assez nombreux, comme la dernière fois, il y a 1 an, justement pour encore une fois de plus parler d'Areva. Donc Areva, effectivement, on ne l'avait pas dit, c'est un acronyme, je ne vais pas revenir longtemps là-dessus, puisque Areva, c'est tout simplement dérive d'Arevalo, qui est une ville en Espagne. Donc Areva, en tant que tel, ne veut rien dire. Ce n'est pas un sigle, ce n'est pas effectivement une définition assez savante donc, des exploitants d'uranium. L'uranium, justement, donc avant de venir sur l'aspect assez concret donc, de cette exploitation d'uranium, en particulier au Niger, je voulais revenir un peu sur le fondement même de la politique minière france-africaine au Niger. À l'époque, on ne parlait pas de France-Afrique, effectivement, puisque dans les années 50, ces États n'existaient pas. Et je voulais parler une fois, parce que très souvent on n'en parle pas, c'est une organisation qui avait été mise en place dans les années 50, en particulier en janvier 1957. À ce moment-là, le Niger indépendant n'existait pas, mais l'Algérie était en pleine guerre. Et justement, cette organisation-là, c'est l'OCRS. Je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de gens peut-être qui ont entendu parler de cette organisation. C'est tout simplement l'Organisation commune des régions sahariennes. À l'époque, l'objectif de la France, c'était de caporaliser toutes les industries et toutes les mines qui se trouvent au Sahara. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, effectivement, l'Algérie était en pleine guerre, donc en 1957, en janvier, et le Niger n'était pas encore indépendant, ni le Mali aussi n'était pas indépendant, le Tchad non plus. Et il était question, donc, pour la France, de créer tout simplement un État saharien. Un État saharien. Donc, en englobant pratiquement toutes les mines qui ont été mises en évidence donc à l'époque. Il faut se rappeler que le pétrole algérien dans le Sahara, c'était dans les années 55 que ça a été mis en évidence et que cette mine, justement, ce pétrole a commencé à être exploité, effectivement. Donc, l'idée principale était justement celle-ci. C'est
justement de créer cet organisme justement assez singulier, donc de l'OCRS, donc qui est en quelque sorte un État dans les États. Parce que tout simplement, ce n'est pas prévu justement lors des accords avec, lors de la loi cadre donc, qui viendra après en 1958. Et donc, l'OCRS, finalement, sera donc une tentative avortée. Parce que tout simplement, les événements se précipitent en Algérie. Et aussi l'indépendance tout à fait prochaine du Niger et du Mali fera que justement cette organisation qui sera dirigée justement par Pierre Mesmer, donc vous avez vu la photo, la photo qui était projetée, donc Pierre Mesmer, ancien Premier ministre, qui avait pris à ce moment-là cette organisation commune des régions sahariennes. Donc sans revenir assez en détail sur cette organisation, puisque cette tentative justement a été avortée, donc on n'en parlera pas beaucoup, mais il était question quand même un peu, comme je le disais, de caporaliser toutes les industries mais toutes les mines justement qui sont mises en évidence, donc dans le Sahara algérien et le Sahara nigérien en particulier. Donc, ceci étant, 1960, je vais avancer un peu plus. 1960, c'est l'indépendance du Niger, le 3 août 1960. Donc le Niger est indépendant, l'Algérie était encore dans son mouvement de libération. Et il était question, en 1960, et en particulier le 7 avril 1961, un certain nombre de présidents ont ratifié un accord de défense. Donc vous savez, il y avait tous les États africains naissants à ce moment-là ont ratifié avec l'ancienne puissance tutélaire, qui est la France, des accords de défense. C'est tout simplement parce que ces États-là n'avaient pas d'armée établie. Donc c'était des États indépendants naissants, donc il n'y avait pas encore d'armée. Donc c'était des embryons d'armée. Il fallait, malgré tout, un peu parler au plus pressé, ce sont des accords de défense. Donc en cas d'attaque de ces pays-là, justement, la France viendra en gendarme essayer de protéger ces pays-là. Et il était question justement, en 1961, un accord de défense qui sera ratifié par le président de la Côte d'Ivoire de l'époque, Houphouët-Boigny, le président du Bénin, Hubert Maga, et le président nigérien, Joey Amayé, sous la houlette du Premier ministre de l'époque, Michel Debré. Et voilà, en annexe de ces accords de défense, qui sont toutes cet accord-là qui est somme toute légal, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de pays justement qui ont ratifié ces accords-là à l'époque, à ce moment-là. Donc il fallait, en marge de cet accord de défense, il fallait mettre quelques petits annexes, un peu comme ça, qui n'ont pratiquement rien à voir avec, et vous allez voir, qui n'ont pratiquement rien à voir avec les accords de défense. C'est tout simplement, à ce moment-là, l'accaparement de toutes les ressources minières et énergétiques de ces pays-là. Donc, je vais vous lire rapidement quelques petits articles, parce que c'est plein d'enseignements. Afin de garantir leurs intérêts mutuels en matière de défense, les parties contractantes, c'est-à-dire la France, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Niger, décident de coopérer dans le domaine des matériaux de défense dans les conditions définies ci-après. Les matières premières, article 1, les matières premières et produits classés stratégiques comprennent, première catégorie, les hydrocarbures liquides ou gazeux. Deuxième catégorie, l'uranium, le thorium, le lithium, le beryllium, leurs minerais composés. Cette liste pourra être modifiée d'un commun accord compte tenu des circonstances. L'article 2 stipule que la République française informe régulièrement la République de Côte d'Ivoire, la République du Dahomey
la République du Niger de la politique qu'elle est appelée à suivre en ce qui concerne les matières premières et produits stratégiques compte tenu des besoins généraux de défense, de la défense, de l'évolution des ressources et de la situation du marché mondial. Article 3, donc la République de Côte d'Ivoire, le Dahomey, le Niger, informe la République française de la politique qu'elles sont appelées à suivre en ce qui concerne les matières premières et les produits stratégiques et les mesures qu'elles se proposent de prendre pour l'exécution de cette politique-là. Donc, en fait, tous ces pays-là, ces trois pays, sont tenus justement d'informer la France de toutes les politiques qu'elles seront amenées donc à prendre en ce qui concerne les matières premières. Et il faut dire qu'à l'époque, le Niger, au Niger, on a mis en évidence, déjà dès 1956, avec le BRGM, le Bureau des ressources géologiques et minières, à l'époque, on a mis en évidence l'existence de l'uranium sur son territoire saharien, au Niger déjà, 1956. Donc en 1961, c'est juste à propos que justement la France fait signer en annexe ces accords, pratiquement qui n'a absolument rien à voir. Un accord de défense, c'est un accord militaire, et rien de plus. Mais là, on demande à ces pays, effectivement, d'informer la France sur tout ce que vous avez comme ressources minières. Tout ce que vous avez, vous le dites à la France. Voilà. Et en ce qui concerne donc ces mêmes matières produits, la République de Côte d'Ivoire, donc la République du Dahomey, la République du Niger, pour les besoins de la défense, réservent par priorité leur vente à la République française après satisfaction des besoins de leur consommation intérieure et s'approvisionne par priorité auprès d'elle. Ça veut dire tout simplement que la France a un contrat exclusif pratiquement avec tous ces pays. Donc tout ce qui est dans leur sous-sol revient exclusivement, ce contrat revient effectivement exclusivement à la France. Donc la France possède désormais un contrat exclusif avec tous ces pays en ce qui concerne leurs ressources minières et énergétiques. Donc voilà où ça commence, ce que moi j'appelle le pacte colonial, parce que ce sont des accords de coopération et d'exclusivité minière tout simplement assez scandaleux. Et on peut en lire à loisir justement sur effectivement sur cet accord de coopération, mais bon, on n'aura pas beaucoup de temps d'aller plus en détail. Tout ce qu'on peut dire, c'est que à l'époque, c'était le CEA qui était dans toutes les négociations. C'est le commissariat à l'énergie atomique à l'époque. Et pour aller plus vite, déjà dans les années 68, en 1968, la France et le Niger procèdent à la constitution, puisque l'uranium déjà a été mis en évidence, donc il fallait l'exploiter. Et à ce moment-là, en 1969 déjà, la France, elle propose de la création de la Somaïr, la Société des mines de l'Aïr. Et cette société-là, justement, qui sera créée en 1968-1969, sera la première société en charge de l'exploitation de l'uranium. 1968-1969, Somaïr.
Mais dans cette affaire, c'est là où on commence, justement, où la duperie va commencer, du CEA envers le Niger, CEA Kojima envers le Niger. C'est que le président John Dramani, à l'époque, le premier président, comme vous l'avez vu, du Niger, il demande en contrepartie, c'est-à-dire il faut que son uranium soit bien rémunéré. Parce qu'il s'est rendu compte, de toute façon, la plupart des contrats qu'il a vu un peu passer, c'était des contrats assez léonins. On sait bien que très souvent, on exploite l'uranium, on exploite le fer, on exploite le pétrole, mais la puissance exploitante, effectivement, fait signer des contrats tout à fait inégaux, très souvent en défaveur de ces pays africains. Et en l'occurrence, là, le président John Dramani, il avait compris déjà un peu l'arnaque qui allait se mettre en place. Il commence déjà à demander quand même un peu plus, une contrepartie en fait plus élevée à la France. Mais la France, à ce moment-là, elle commence à se braquer. Donc en 1969 déjà, la France propose d'enlever l'uranium uniquement à prix fixe, au titre d'une aide au développement. Et cette compensation qui était d'1 milliard de francs CFA, c'est-à-dire 20 millions de francs de l'époque, donc 20 millions de francs en euros, ça fera dans les 3 millions d'euros. Hein. Voilà, déjà, oui, même si l'euro n'existe pas. Donc, une compensation d'1 milliard de francs CFA, 3 millions d'euros, est attribuée au Niger à l'époque. Et le président John Dramani, il s'est rendu compte, mais assez tardivement, parce qu'il y a eu beaucoup de tractations, justement, entre la France et le Niger. Et très souvent, la signature des accords se passait à Paris, ça ne se passait jamais au Niger, ça ne se passait jamais à Niamey, la capitale. Et le président Djouri, quand même, avait tenu, même si c'est quelqu'un qui était venu, même si c'est un dictateur, disons, dans les termes d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était le parti unique. Donc, vous venez avec un parti unique, vous vous faites élire le président de la République ad vitam aeternam. Ça se passe toujours comme ça dans les années 60. C'était le parti unique, mais quand même, c'était une dictature, il fallait le dire. Et ce qui n'est pas quand même enlevé un peu du mérite à ce président quand même, qui a pratiquement tout fait. Il faut se rappeler qu'en 1960, le Niger n'avait pratiquement pas grand-chose. Le Niger, c'était le pays oublié, voilà, le pays oublié de la colonisation. Juste pour donner une idée, c'est qu'au Niger, il n'y avait que 9 km de route goudronnée à l'époque. 9 km. Et cette route partait du palais du gouverneur à l'aéroport. Donc il y avait 9 km. Il n'y avait pas ni hôpitaux, il n'y avait ni école à l'époque. Bien, c'était des écoles juste qui ont été créées justement à la va-vite. Parce que la France ne croyait pas à l'époque en ce pays-là. Parce que tous les gens qui partaient au Niger à l'époque, c'est comme s'ils partaient à Cayenne. Enfin, avec moins de sévérité quand même que Cayenne, puisque là-bas c'est un camp de détention. Et le Niger n'en est pas moins, hein, puisque c'est le Sahara, il fait chaud, etc. Voilà, donc là c'est pour faire une petite parenthèse, justement pour effectivement rapporter que le président Djouri a fait de son lieu pour essayer de revaloriser le prix de l'uranium. Et bon, il n'arrivera jamais, le pauvre. Et à ce moment-là, toutes les tractations faisaient que la France, en créant la Somaïr, cette société de mines de l'Aïr, elle voulait demander tout simplement que le Niger participe aux actions, à toutes les actions d'investissement, disons. Le Niger n'avait pratiquement rien. Le Niger comptait justement sur cette ressource-là pour essayer d'avoir un développement économique
un décollage économique tout à fait certain. Mais donc la France ne l'entendait pas cette oreille-là. Et la France, effectivement, faisait valoir ses idées, très souvent assez saugrenues, très souvent, ceux qui faisaient les tractations partaient dans des développements assez ésotériques, donc pour dire effectivement, vous savez, l'uranium, c'est un don de Dieu, donc il ne faut pas trop lui donner de la valeur. Donc vous voyez, donc jusqu'où les Nigériens ont été enfumés dans cette affaire-là. Mais bon, ils avaient quand même compris le jeu. Et à l'époque, tout simplement, le Niger voulait trouver un équivalent en pétrole pour fixer un plus juste. Il voulait une tonne d'uranium doit correspondre en quelque sorte à 10 000 tonnes de pétrole. Voilà. Et cette demande de révalorisation de l'indemnisation, elle a été refusée. Et la France, donc c'est là où on va revenir un peu à Jacques Foccart. La France, donc, va fomenter un coup d'État en 1974, donc le 15 avril 1974, où le président donc, de la République, Johnny Amani, sera tout simplement renversé. Parce que juste entre-temps, donc à quelques 24 heures justement, d'une série de négociations donc, qui allaient commencer à Niamey. Donc à l'époque, il était question aussi que le 19 avril 1974, Johnny Amani parte à New York, justement, pour essayer de parler donc, de toute la politique uranifère, de la politique minière et énergétique du Niger, donc, à la conférence de l'ONU. Ce qui ne fera jamais. Il faut dire que ce coup d'État, justement, quand je parle donc, de ce coup d'État, effectivement, c'est pour dire un peu l'implication de toute cette France-Afrique qu'on connaît avec ses côtés quand même assez sordides. Parce que tout simplement, Jory voulait revaloriser le prix de son uranium, la France ne voulait pas. Et la France comptait beaucoup sur cet uranium-là. Et donc à 2 jours, comme je le disais, à 24 heures donc, de cette effectivement donc, des négociations à Niamey, un groupe de militaires s'empare du régime. Et vous me direz que, donc, avec l'accord de défense, mais qu'en est-il de cet accord de défense? Puisqu'on en a parlé, le Niger est censé donc, avoir un accord de défense avec la France. À ce moment-là, tout simplement, le chef de la délégation militaire était tout simplement en réjouissance en Agap, dans un parc national, donc celui n'est pas au courant. Et pourtant, il devait quand même être au courant, puisqu'il y a un accord de défense. Il savait que ce coup d'État a été fomenté quand même depuis une certaine date. Donc tout le monde savait que la situation était quand même assez explosive. Il faut dire qu'à l'époque, 1974, on est en plein dans ce qu'on appelait la famine au Sahel, la sécheresse au Sahel, avec toutes les images qu'on a vues à la télévision à l'époque. Donc, et c'est là où donc, le Sahel a eu cette, je dirais, cette réputation justement de territoire de famine. Et à l'époque, effectivement, il fallait dire, le président Jory comptait sur cette revalorisation pour essayer un peu d'apaiser toute la fronde qui s'est développée. Les étudiants étaient en grève, ils manifestaient. Il y avait aussi la population qui n'en pouvait plus, puisque depuis 3 ans, donc, il ne pleuvait pas, il y avait une série de catastrophes naturelles, justement de sauteriaux, donc, qui s'abattaient sur le pays. Et il était question quand même que Jory ne pouvait pas rester justement inerte face à cette complication justement de toutes ces affaires politiques justement à l'époque. Et Jory comptait sur ça, sur cette revalorisation qui n'est jamais venue. Et Jory finalement quitte la scène politique justement donc avec la complicité, disons-le, la complicité de l'armée française qui était basée quand même à Niamey, qui était là, donc qui ne pouvait pas intervenir,
qui ne pouvaient pas mettre en application ce fameux accord de défense qui a été conclu en 1961. Et justement, il en sera donc ainsi de toute la politique donc uranifère du Niger, donc du Niger à l'époque. Et 1974, une deuxième mine se met en place, c'est la Cominac, donc c'est la société de mines, c'est la société, donc la compagnie minière d'Aputa, donc qui se met en place. Donc il faut dire qu'à Arlit, il y a, si on a la carte, donc il y a deux mines, effectivement, donc qui sont en exploitation. Voilà. Si tu veux, on peut montrer des images de ces mines, oui, une petite vidéo. Juste un petit complément par rapport à 74. Pierre Messmer, un des premiers ministres. 74, c'est aussi, depuis l'automne 73, le premier choc pétrolier en France. Et en France, Pierre Messmer lance son plan, le plan Messmer, avec la construction de 13 centrales nucléaires pour assurer l'indépendance énergétique de la France. Quand on vous parle d'indépendance énergétique, il faut comprendre au détriment de qui, à la lueur de ce que vient de vous dire la loi. Oui, juste aussi, j'allais dire sur le coup d'État, effectivement. Parce qu'à l'époque, il y avait une période quand même qui était assez floue. On sait qu'en avril, le président français, donc Pompidou, venait de mourir. Et le coup d'État sera fomenté le 14 avril, donc le 15 avril donc, 1974. Donc, finalement, la France et les militaires, les mutins, les putschistes à l'époque, donc ils avaient profité de ce vide, parce qu'il n'y a plus de président donc, à ce moment-là en France. Il y a juste une transition qui sera, donc, qui était conduite par Alain Poher à l'époque, et justement, comme je l'ai dit, donc, les militaires vont mettre à profit, mais aussi l'armée française ne bougera pas, parce que tout simplement, elle n'a pas eu, soi-disant, des ordres de Paris. Voilà, c'est tout. Cela fait pourtant près de 40 ans que la pression monte lentement dans cette région du monde. 1972. Ce qui allait devenir plus tard Areva s'appelait alors la Cogema et inaugurait l'exploitation d'Arlit. La France s'extasiait sur ces machines et cette technologie installées dans une région semi-désertique au nord du Niger. La Cogema, associée à des partenaires européens, créait deux compagnies minières, la Somaïr et la Cominac. L'État français était largement majoritaire. L'État nigérien n'était indépendant que depuis une dizaine d'années et n'avait pas les moyens d'investir. Il ne percevait que des dividendes concédés par l'État français. Quand on cherche à voir Arlit avec des photos satellites, on obtient une tache un peu plus sombre que le sable à l'orée du désert, où les rues à angle droit font un quadrillage. Des images et des témoignages récents, nous avons fini par en trouver au cours de notre enquête. Ils sont rares, les voici. Quand on arrive de la capitale Niamey au sud, on entre par cette route, barrée par une chaîne. 80 000 habitants et une seule ressource, l'uranium. On ne vit pas à Arlit pour le plaisir, mais pour y gagner sa vie dans l'une des deux exploitations qui barrent l'horizon à 7 km de la ville. Le bus de 7 h du matin. On travaille ici sous le régime des 3-8. Les mines ne s'arrêtent jamais. Elles n'emploient seulement que 4000 personnes, mais toute la ville dépend de ces 4000 emplois.
galerie. 250 mètres de profondeur, 250 km de long. Une des plus grandes mines d'uranium sous terre du monde. 2000 tonnes de minerais par an. Kilomètres plus loin, les carrières à ciel ouvert de la Somaïr, la deuxième société minière exploitée par Areva. 1300 tonnes par an arrachées à coups d'explosifs, 1 kilomètre de long, 70 mètres de profondeur. Officiellement, l'endroit n'est pas secret. Areva promet même d'ouvrir ses portes à celui qui le lui demande, mais se retranche derrière l'interdiction imposée par le Niger. C'est aujourd'hui l'un des endroits les plus inaccessibles du monde, sauf si on est employé par Areva ou si on a un permis spécial. Oui, donc vous avez vu cette fameuse ville d'Arlit. Justement, dans Areva, justement, nous vante un peu les mairies. Ce qu'il faut dire, c'est que Arlit, justement, est divisé en deux, si on peut appeler ça ainsi. Il y a la ville traditionnelle, c'est qu'on peut appeler donc la ville traditionnelle, et la cité minière. La cité minière où il y a toutes les infrastructures. Il y a le cinéma, le tennis, le supermarché, il y a la piscine, justement, la piscine municipale, etc. Et vous avez donc la ville où il n'y a pratiquement pas grand-chose. Et cette ville, justement, qui fait maintenant à peu près de 80 000 à 100 000 personnes plutôt, 100 000 personnes, donc se trouve de plus en plus dans un cycle de déclin. Et on se rend compte que les gens qui partaient tous trouver un peu de travail donc, à Arlit, justement, reviennent parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a plus de travail donc, à Arlit. Malgré la présence justement de deux mines, l'une à ciel ouvert et l'une à ciel fermé, comme on les appelle. Et donc, Arlit, petit à petit, donc, se meurt. On reviendra avec Bruno justement sur l'aspect environnemental dans la ville même d'Arlit, où il y a donc pas mal d'hécatombes. On le verra plus tard.
Donc, jusque dans les années 90, 2000, avec la démocratisation du pays, donc on se rend compte que Areva avait bénéficié justement d'un monopole sans faille. Il n'y a personne justement pour lui faire concurrence à l'époque. Et on s'est rendu compte que donc Areva justement donc, exploitait tout le potentiel donc uranifer et en compensation donnait une sorte de ristourne, enfin tout simplement donc au Niger. Puisque justement Thomas disait qu'il y a une opacité en ce qui concerne l'Areva, personne aujourd'hui ne peut dire ce que rapporte l'uranium au Niger. Personne ne peut le dire. Donc, et là-dessus, quelques chiffres donc, qui sont glanés ça et là, on se rend compte que l'uranium ne rapporte pas plus de 10 milliards de francs CFA au Niger. Donc, avec près de 3000 tonnes quand même, qui sont exploitées dans le Niger, possède quand même plus de 34% dans la première mine et 31% dans la seconde mine. Tout ceci donc ne rapporte que 10 milliards de francs CFA. Si on fait le compte en euros, ça fera 100 millions de francs de l'époque. Ça fera tout simplement à peu près 15 millions d'euros. 15 millions d'euros. Donc tout ce que le Niger gagne annuellement, donc en ce qui concerne un peu les recettes budgétaires de cet uranium au Niger. Ce qui ne va pas sans conséquence, parce que de plus en plus avec la démocratisation, il y a une liberté d'expression, il y a une société civile quand même qui se met en place, une société civile très active et qui n'hésite pas justement à mobiliser tous ses militants, à organiser donc des manifestations, des villes mortes dans tout le pays, et ça elle en a la capacité. Et seule cette société civile justement va commencer un peu à parler de ce tabou uranium, dont on n'en parle pas. On ne parlait pas du tout, parce que c'est assez tabou, c'est assez opaque, c'est assez secret. Tous les gouvernements qui sont passés, justement, ont tenu à cette opacité-là. Et justement, cette société civile, qui sont constituées tout simplement des militants des droits de l'homme, des syndicalistes, des enseignants, voilà. Donc, tous ces gens-là, justement, se sont organisés et ont commencé justement avec un peu l'hécatombe, les morts qu'il y a à Arlit, puisque on reviendra là-dessus, la politique quand même sanitaire donc de ces mines d'uranium et d'Areva, donc la politique même sanitaire d'Areva, avec toute cette opacité, effectivement, les conséquences de la radioactivité, justement, se font sentir sur la population. Beaucoup de gens commencent à mourir, tout simplement de leucémie, et ils ne sont pas, la plupart, comptabilisés. Parce que tout simplement, lorsqu'on est malade dans ces sociétés-là, on vous donne un congé. Donc vous n'êtes plus un congé illimité. Hein. Donc c'est comme une sorte de licenciement. C'est comme si vous êtes licencié. Donc quand on se rend compte que vous êtes malade, justement, on vous donne donc ce congé justement illimité. Et vous ne faites plus partie des statistiques d'Areva. Donc de la Somalie, qui est une filiale d'Areva. Voilà. Et ces personnes-là, justement, elles meurent sans qu'on ne sache de quoi, très souvent de leucémie et de tous les cancers possibles. Voilà. Et donc, cette société civile commence donc à dénoncer, à travers des manifestations, ce que Areva est en train de faire. On reviendra plus tard sur la rébellion Touareg, et on essaiera de faire le parallèle justement entre les rébellions Touareg et Areva. Et on sait que toutes les manifestations donc, qui se sont passées très souvent, curieusement, sont faites donc, avec la bénédiction du pouvoir en place, du pouvoir de Tanja. Parce que Tanja à l'époque, donc à ce moment-là, voulait quand même diversifier un peu
un peu ses partenaires pour l'exploitation de l'uranium. Parce qu'il a compris qu'avec Areva, on n'arrivera à rien. Non seulement l'uranium ne rapporte pas grand-chose, 10 milliards de francs, donc 15 millions d'euros. Et comment voulez-vous que dans ces conditions-là, mettre en place, même pour un président élu, mettre en place une politique assez audacieuse de développement. Donc il est pratiquement impossible de mettre effectivement de rêver dans ces conditions. Je vais vous faire part en quelques mots des résultats des mesures qu'on a fait à la CRIRAD depuis 2003, puisque la première mission sur place à Arlit a eu lieu en décembre 2003. Le plan de l'exposé, je ne vous le détaille pas, on va y rentrer tout de suite dedans. Donc, premièrement, un tout petit mot sur la CRIRAD. CRIRAD, ça veut dire Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. C'est une association, la 1901, qui a aujourd'hui à peu près d'ailleurs un peu plus de 4000 adhérents, c'est-à-dire 4000 citoyens qui soutiennent l'action de cette structure, la CRIRAD, dont l'objectif est de faire des recherches, commission de recherche, donc faire des mesures sur la radioactivité et uniquement sur la radioactivité. Donc c'est une structure qui est née en 1986, suite à la catastrophe de Tchernobyl, puisque vous savez certainement qu'à l'époque, l'État français nous a fait croire, nous a dit, que compte tenu de son éloignement, le territoire français n'avait pas du tout été touché par les retombées consécutives à la catastrophe de Tchernobyl. D'ailleurs, à l'époque, j'étais étudiant à Grenoble, en école d'ingénieur en nucléaire, et nos profs nous ont dit qu'en France, il n'y avait absolument aucun problème par rapport à cette radioactivité. Évidemment, à l'époque, on les a crus. Donc, la CRIRAD se met en place, embauche progressivement des scientifiques, constitue un laboratoire de recherche qui va d'abord s'attacher à démontrer justement l'impact des retombées de Tchernobyl en France, puis qui va, se spécialisant sur la radioactivité, travailler sur toutes les formes de radioactivité, que ce soit la radioactivité naturelle, le radon dans nos maisons, que ce soit la radioactivité liée au nucléaire, donc qui commence, on le verra tout à l'heure avec la mine d'uranium, que ce soit, vous le voyez sur ces images, la radioactivité par exemple dégagée par les transports de combustibles irradiés qui sortent des centrales nucléaires. Donc on a du matériel de mesure, des techniciens qui peuvent faire des prélèvements, préparer des échantillons, les mettre en analyse. Vous avez des images ici du laboratoire. Et le laboratoire d'ailleurs est agréé par les pouvoirs publics, par l'État, pour faire un certain nombre de ces mesures. C'est-à-dire qu'on est dans une situation à la fois où une grande partie de notre travail consiste à dénoncer les manquements des services de l'État, des industriels, etc. Et où en même temps on a réussi pour l'instant à obtenir un agrément, c'est-à-dire le fait que l'État, l'autorité de sûreté nucléaire, reconnaît la qualité des mesures que l'on peut faire. Donc sur ces images, vous avez des mesures qu'on a fait par exemple à La Hague pour dénoncer le fait que la conduite radioactive de La Hague, ici, en haut à droite, était accessible au public à marée basse avec des niveaux de radiation tout à fait importants, ou en bas à gauche des mesures en Polynésie, ou à droite autour du centre de stockage de déchets de Landra. Donc comme le but n'est pas de parler de la CRIRAD, je ferme la parenthèse. Sur la CRIRAD, vous avez des petits dépliants jaunes pour un peu mieux comprendre et connaître cette association. Et je rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un premier point sur l'uranium. Quelques mots sur l'uranium. Alors vous savez que l'uranium, on en a besoin pour faire fonctionner nos centrales nucléaires. Et en gros, tout l'uranium qu'on utilise en France arrive d'abord près de Narbonne, à Malvézy. Vous avez ici des images de l'usine Comurex Areva de Malvézy. Et tous les bidons, tous les fûts que vous voyez, ce sont des fûts de yellow cake, du concentré d'uranium, de l'uranate, dont une grande partie vient justement du Niger. Donc cette usine est la seule en France qui purifie l'uranium. Vous voyez qu'elle a une capacité de production de 14 000 tonnes par an. Areva nous dit que 40% est exporté, donc c'est que 60% est utilisé pour la France, ce qui représente 5 à 10 000 tonnes d'uranium pour nos centrales nucléaires. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez simplement que cette installation pose des problèmes d'environnement et de sécurité et de radioprotection. Vous avez ici une photographie des digues qui, à Malvézy, près de Narbonne, retiennent les boues radioactives qui sortent de cette usine. Et vous voyez ici que ces digues ont cédé en 2004. Et donc des dizaines de milliers de tonnes de ces boues radioactives se sont répandues dans la plaine. Ça, c'est très peu connu du grand public. Donc pour revenir sur cet uranium, l'uranium est un métal radioactif. 99% de l'uranium, c'est l'isotope 238.
Et malheureusement, pour l'industrie nucléaire, l'isotope de l'uranium qui est fissile, l'uranium 235, celui qui crée la réaction nucléaire dans une bombe atomique ou dans un réacteur nucléaire, c'est l'isotope 235, qui n'est présent en masse qu'à 0,7%. C'est pour ça qu'il faudra extraire beaucoup d'uranium. Pour avoir un petit peu dedans de l'isotope 235, il faudra ensuite purifier, enrichir pour l'utiliser comme combustible nucléaire. Sur ce graphique, ce que je voudrais vous montrer, c'est que quand on parle de l'uranium, ici l'uranium 238, il faut savoir qu'en réalité, avec ce métal radioactif, il y a toujours 13 autres métaux radioactifs qui sont associés à lui, dont par exemple le radium 226, cette substance qu'a découvert Marie Curie au début du siècle dernier. Et ce radium 226 produit en se désintégrant un gaz qui s'appelle le radon 222, dont vous avez sûrement entendu parler, puisqu'on en respire en permanence dans nos maisons. Simplement, plus il y a d'uranium, plus il y a de radium, et plus il y a de radon. Et puis cet uranium est associé aussi à des substances qui sont très radiotoxiques par ingestion, comme par exemple ici, tout en bas, le polonium 210. C'est cette substance qui a servi à tuer l'espion Litvinenko, vous savez, en Angleterre, évidemment à de très fortes doses. Mais c'est simplement pour attirer votre attention sur le fait que tous ces éléments radioactifs, bien que d'origine naturelle, sont radiotoxiques. On le voit aussi sur ce graphique qui donne le coefficient de radiotoxicité en microsieverts par Becquerel pour l'ingestion. Peu importe les unités, ce que je vous montrais, c'est simplement ici en jaune le plutonium. Quand on vous dit plutonium, vous avez peur, vous savez que c'est un élément qui est très radiotoxique. Eh bien, en termes de coefficient de dose par Becquerel ingéré, vous voyez que finalement, dans la chaîne de l'uranium, tous ceux qui sont en bleu, le plomb 210 ici et le polonium 210 sont plus radiotoxiques par Becquerel ingéré que le plutonium. Même démonstration, cette fois-ci pour l'inhalation. Dans la chaîne de l'uranium, certains composés, le thorium 230 ici, sont plus radiotoxiques ou équivalents par Becquerel au plutonium qui est ici en bout de graphique. Donc pour faire court, retenez simplement que tous ces métaux radioactifs, polonium 210, plomb 210, thorium 230, uranium 238, qui sont associés à l'uranium, sont des substances qui sont dangereuses, que ce soit par ingestion ou que ce soit par inhalation. Donc deuxième partie, c'est parler un peu de Somaïr et Cominac, comme ça a été déjà bien décrit, je vais passer vite. Ces deux compagnies, Somaïr et Cominac, sont des filiales d'Areva. Areva est le deuxième, en tout cas en 2003, était le deuxième producteur d'uranium au monde, avec 5540 tonnes d'uranium. L'essentiel de cet uranium venait en 2003 pour un tiers du Niger, je parle de l'uranium d'Areva, et actuellement Areva annonce des chiffres de plutôt plus de 50%, de l'uranium que nous utilisons, en tout cas qu'Areva produit et commercialise, vient du Niger. Avec sur ces chiffres de 2003, vous le voyez pour les données Areva, Cominac et Somaïr, à l'époque 2000 tonnes en tout, mais aujourd'hui c'est plutôt 3000 tonnes. Et puis Areva également exploite des mines au Canada et est en train de se développer au Kazakhstan, d'où le total de 5000 tonnes, dont à l'époque un tiers provenant du Niger. Sur ce graphique de données 2006, vous voyez que les principaux producteurs en termes de pays d'uranium étaient en 2006 le Canada, plus de 9000 tonnes, l'Australie, plus de 7000 tonnes, le Kazakhstan qui est en progression, plus de 5000 tonnes, et le Niger en 4e position avec 3000 tonnes. Le rang varie un peu en fonction des années, et l'objectif, vous le savez, avec les nouveaux gisements, va être de porter le poids du Niger en 2e position au niveau mondial. Par rapport à l'aspect géographique, on vous a dit tout à l'heure qu'il y avait deux villes, Arlit et Akokan, qui sont à quelques kilomètres l'une de l'autre et qui sont nées de rien, puisqu'on est vraiment en plein désert. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'exploitation de l'uranium, il y aurait essentiellement des campements nomades. Le chiffre vous a été donné de 80 000, peut-être plus, habitants qui vivent soit directement, soit indirectement de l'exploitation de ces gisements. Et vous avez, avec les petites étoiles ici, tous les gisements. Donc au nord, les gisements ici exploités par Somaïr, ce sont ces immenses carrières à ciel ouvert, 70 mètres de profondeur. Et au sud, ici, plutôt les gisements exploités par galeries souterraines, par la Cominac. Donc je ne reviens pas sur l'aspect économique. Au niveau descriptif, vous avez ici, pour les mines à ciel ouvert de Somaïr, la taille d'un camion, par rapport à l'immensité de ces carrières. Ce sont vraiment des carrières absolument gigantesques.
Pour la Somaïr, Areva est actionnaire à 63%, le Niger à 36%. Je pense que les chiffres de production, on n'a pas le temps, c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Pour Cominac, Areva est actionnaire à 34%, le Niger à 31%. Et vous avez également deux actionnaires, disons, étrangers, le Japon et l'Espagne. Et ça a été dit dans le film, les mines souterraines de Cominac sont les plus longues galeries souterraines du monde, 250 km de galeries. Je ne sais pas si vous imaginez l'immensité de ces mines souterraines. Vous avez ici les travailleurs qui sortent des descendries, c'est-à-dire ces galeries qui sont creusées pour accéder aux filons qui sont à 250 mètres de profondeur. Donc ici, vous avez un petit rappel du fait d'abord que le Niger a fêté il y a quelques mois sa 100 millième tonne d'uranium produite. Pour vous donner une idée, en France, sur le sol français, nos exploitants miniers ont extrait entre 46 et 2000, 76 000 tonnes d'uranium. Toute petite parenthèse, je ne sais pas si vous le savez, en France, on a eu 210 mines d'uranium qui sont aujourd'hui toutes fermées. La dernière a fermé en 2001. Et elle pose évidemment des problèmes de radioprotection. La CRIRAD travaille sur ces questions depuis plus de 15 ans. On démontre autour de ces mines, même quand elles sont fermées, une pollution de l'environnement, des sols, des eaux, de l'air, de la chaîne alimentaire, des plantes aquatiques, parce que, je ne vous l'ai pas dit en introduction, mais la période de l'uranium, c'est 4,5 milliards d'années. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous relarguez de l'uranium dans l'environnement, dans l'air, dans l'eau, dans les sols, dans les plantes, il va polluer cet environnement pendant très longtemps si personne ne le corrige. Et la semaine prochaine, mercredi soir, sur France 3, un pièce à conviction est consacré à ce problème des mines d'uranium en France. La CRIRAD y a largement contribué, et si vous le regardez, ça vous donnera une idée de l'impact de cette exploitation en France. Donc pour Areva, le Niger est un gros enjeu, puisqu'en 2007, ça représentait la production uranifère du Niger, 50% de ce que Areva utilise, et pour le Niger, 5% de son produit intérieur brut, et 30% de ses exportations. Quelque chose qui nous a beaucoup choqué quand on a confronté le discours d'Areva avec la réalité, c'est toujours le côté papier glacé. Vous voyez ici un extrait de document Areva. Areva communique beaucoup sur le fait que ces entreprises, Somaïr et Cominac, sont parmi les premières en Afrique de l'Ouest à être certifiées ISO 14001 pour leur bon management environnemental. Et quand on va voir ce qu'on constate sur le terrain, c'est toujours profondément choquant de voir le décalage entre la réalité et les grands mots, les grands agréments, la poudre aux yeux. Donc le contexte, dans cette zone d'Arlit, s'est créé, je crois de mémoire en 2001, une association, une ONG qui s'appelle Agelinman, ça veut dire bouclier de l'âme, je crois, en tamashek. Donc cette association est présidée par un homme qui s'appelle Al-Mustafa Al-Hassen, et qui a la caractéristique pas évidente pour lui d'être en même temps le président de cette ONG qui est très efficace, je dirais, pour dénoncer la situation à Arlit, et en même temps il est travailleur de la Somaïr, donc il est employé d'Areva. Je ne sais pas si vous imaginez la difficulté pour lui d'assumer, et il le fait vraiment avec conviction et efficacité, ce rôle d'aiguillon, et tout en étant salarié d'Areva. Il a d'ailleurs été mis à pied plusieurs jours après être intervenu à une conférence de presse qu'on a organisée à Paris avec Médecins du Monde et Sherpa en 2000.